Analyse des bombardements du 19 au 26 février 2024. Information générale. Les bombes et les drones russes ont tué 34 personnes en Ukraine, 34 civils en Ukraine, et blessé 141 personnes civiles. Par exemple, par les régions. Dans le Kherson, c'est 14 morts et 45 blessés. Donetsk, 11 morts, 41 blessés. Kharkiv, 5 morts, 7 blessés. Soumy, 5 morts, 4 blessés. Zaporizhia, 3 morts, 5 blessés. Dnipropetrovsk, 2 morts, 14 blessés. Odessa, 4 morts et 3 blessés. Donc, Luhansk, 1 mort, et territoire occupé de l'oblast de Donetsk, 1 mort et 10 blessés. Territoire occupé de l'oblast de Kherson, 2 blessés. Donc, qu'est-ce qu'on voit? À chaque semaine, il y a plus qu'une centaine de victimes civiles par les bombes russes. Assistance occidentale. Selon Politico, la France aurait levé ses objections à l'achat de munitions pour l'Ukraine financées par l'Union européenne dans des pays tiers. On ne sait pas encore si la Grèce et Chypre ont changé leur décision, ni si les drones Bayraktar restent sur la liste des achats. De plus, le président français Macron a déclaré lors de son discours qu'il était crucial de ne pas laisser la Russie gagner, et que pour la sécurité de l'Europe, il était essentiel que la Russie perde cette guerre. Selon Der Spiegel, l'Allemagne mène des négociations secrètes avec l'Inde pour fournir la munition à l'Ukraine. Il n'est pas clair si cela est vrai ou si ces négociations aboutiront. Olaf Scholz a déclaré que l'Allemagne ne fournira pas de missiles de croisière russes à l'Ukraine en raison des risques d'escalade pouvant entraîner l'implication de la Bundeswehr dans le conflit. Selon l'analyse d'un politologue allemand, il serait possible de réaliser le plan d'investissement de 4% supplémentaire du PIB dans la capacité de défense de la RFA en augmentant les impôts, en réduisant les dépenses sociales et en augmentant la dette publique. Cependant, tout cela pourrait susciter des mécontentements de la société allemande. L'Allemagne a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire comprenant 14 000 obus d'artillerie de calibre 155 mm, 4 véhicules de déminage visant 1, 3 robots de déminage, matériaux et outils pour le démarrage des munitions explosives et explosifs d'ingénierie, 10 drones de reconnaissance vecteur et pièces de rechange, 22 dispositifs de brouillage électronique des drones et 12 terminaux de communication par satellite SATCOM. On va voir la situation sur le front. Ici, je vous présente un portail qui s'appelle Deep State Map, fait par les Ukrainiens. Il y a toute évaluation sur le front depuis le début de l'invasion de l'armée russe. Donc, on va voir plus précisément la partie de Avdiivka. On entend parler souvent récemment. Donc, vous voyez Avdiivka qui a été pris par les Russes le 16 février. Donc, en fait, ça n'a pas été pris, les Ukrainiens l'ont cédé. Donc, la situation continue d'évoluer dans la direction d'Avdiivka. Les forces armées russes ont occupé le village de Lastochkino qui est ici, au nord-ouest d'Avdiivka. De plus, les forces armées russes sont entrées dans le Severnoye, qui est ici, au nord de Lastochkino. Ensuite, je pense qu'ils continueront à avancer vers l'ouest. Ils prendront Tonenke, donc c'est assez bientôt, Orlovka qui est ici, et Berdichiv. Cela a dû au fait que les forces armées ukrainiennes se retirent actuellement progressivement vers les positions plus avantageuses dictées par les reliefs du terrain, les hauteurs où se trouve Lumanske, donc ici, Severnivka,
et Berdichivka, ainsi que les obstacles aquatiques devant ces localités. Donc vous voyez, il y a des obstacles. Les forces armées ukrainiennes tenteront probablement de regarder l'avance de l'ennemi afin de gagner du temps pour préparer les ouvrages de fortification. Donc voilà une brève situation à Avdiivka, qui est le point le plus chaud en Ukraine présentement, et un autre point très chaud qui reste Bakhmut. Donc les forces russes présentement sont en train de prendre les territoires 100 mètres par 100 mètres presque chaque jour. Et il y a un autre point très chaud, c'est la direction de Kupiansk. Donc l'armée russe ont accumulé beaucoup de forces ici et ils vont essayer de prendre les territoires et l'offensive ici. Le recul de l'armée ukrainienne est dû au manque d'armement et manque de soutien, surtout en premier lieu de la part des États-Unis. Donc voilà en bref la situation sur le front jusqu'à maintenant, aujourd'hui, le 29 février 2024. En 1994, l'Ukraine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie ont signé le célèbre mémorandum de Budapest. Dans celui-ci, l'Ukraine s'est engagée à céder le troisième arsenal nucléaire mondial en échange d'assurances de sécurité. La direction ukrainienne hésitait à signer et voulait se retirer, car le mémorandum ne comportait pas de garanties, mais plutôt des assurances. Des garanties signifieraient une aide réelle et tangible en cas d'attaque. Des assurances, beaucoup moins. La direction ukrainienne a été poussée par le président Clinton à signer. La direction américaine a menacé de se retirer d'autres aides et programmes mutuels avec l'Ukraine. En passant, Clinton s'en excusait publiquement l'année dernière. Finalement, le mémorandum a été signé. Bien que le mémorandum ne garantissait rien, il signifiait spirituellement que l'Ukraine bénéficiait d'un certain niveau de protection de la part de ses signataires. La guerre à grande échelle contre l'Ukraine par l'un des signataires devait, aux yeux de beaucoup, signifier un soutien à grande échelle des autres signataires. Le soutien était là, mais loin d'être suffisant. Lors d'une récente interview avec le ministère polonais des Affaires étrangères, il a déclaré que dans une situation où le président des États-Unis est prêt à faire ce qu'il doit être fait pour respecter l'un de ses accords les plus importants des 40 dernières années, qui a éliminé le troisième plus grand arsenal d'armées nucléaires et a réduit leur prolifération, et qu'il ne peut pas le faire en raison de son propre gouvernement, les partenaires internationaux des États-Unis restent une méfiance accrue à l'égard de toutes les garanties de sécurité des États-Unis. Et si les États-Unis ne peuvent pas être dignes de confiance, que partenaires commenceront à développer ou à construire leurs propres armes nucléaires. Réaliser cela, les querelles entre les candidats à la présidence ou les députés de la politique interne sont-elles plus importantes que la prolifération des armes nucléaires dans le monde? Pour moi, c'est une question historique. Bien que sécuriser la frontière sont importants et doivent être traités, qui se soucient du nombre d'immigrants illégaux entrant aux États-Unis lorsque des bombes nucléaires commencent à tomber, priorisation 101 devait être un cours obligatoire pour tous les membres du Congrès et du Sénat.